Bonjour à tous les amis jardiniers. Cette année, je fais ma révolution au potager. J'arrête tout, je change tout. Après des années à suivre les mêmes conseils, à répéter les mêmes gestes, j'ai dû me rendre à l'évidence, je faisais une erreur monumentale. Une erreur qui me coûtait du temps, de l'énergie, et surtout, de belles récoltes de tomates. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je change en urgence mes dates de semis, et surtout, je vais vous dévoiler la liste des variétés de tomates que vous ne verrez plus jamais dans mon jardin. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous mon tout nouveau calendrier, celui qui, je l'espère, va tout changer. Vous pourriez être très, très surpris. Avant de plonger dans le vif du sujet, revenons un peu en arrière. Comme beaucoup d'entre nous, j'avais cette impatience de commencer la saison du potager le plus tôt possible. Dès le mois de février, parfois même fin janvier, je voyais les sachets de graines me faire de l'œil. Les magazines, les vidéos, les anciens du village, tous semblaient dire la même chose. Plus tôt tu sèmes, plus tôt tu récolteras. C'était devenu un dogme. Alors, je m'équipais. Mini-serre chauffante, lampes horticoles, terreau spécial semis. Je mettais toutes les chances de mon côté. Les premières semaines, tout semblait parfait. Les petites plantules sortaient de terre et c'était une immense satisfaction. Mais c'est après que les choses se compliquaient. Et je n'ai compris que très récemment pourquoi ce départ en fanfare se transformait systématiquement en parcours du combattant. Le premier problème, celui que nous avons tous connu, est le phénomène de l'étiolement. C'est le nom scientifique pour désigner des plants qui filent. Vous voyez de quoi je parle? De longues tiges, toutes fines, toutes pâles, avec de minuscules feuilles au sommet. Ces plants cherchent désespérément la lumière. Même avec des lampes horticoles, il est extrêmement difficile de reproduire l'intensité et la qualité du spectre lumineux du soleil. En février ou en mars, les journées sont courtes et la lumière naturelle est faible. Les plants s'épuisent donc à grandir en hauteur pour chercher une source lumineuse qu'ils ne trouveront jamais à l'intérieur. On pense avoir pris de l'avance, mais en réalité, on est en train de créer des plants fragiles, chétifs, qui seront bien plus vulnérables aux maladies et au stress de la transplantation. C'est un faux départ. Un plant semé plus tard, mais qui est trapu, vert foncé et vigoureux, rattrapera et dépassera toujours un plant filiforme semé 2 mois plus tôt. C'est une leçon que j'ai apprise à mes dépens, en comparant mes plants maladifs avec ceux, bien plus robustes, d'un ami qui semait systématiquement début avril. Son secret n'était pas un engrais miracle, mais simplement le bon sens et la patience. Parlons maintenant des coupables, les variétés de tomates que j'ai décidé de bannir. Attention, je ne dis pas que ce sont de mauvaises tomates en soi, mais ce sont des variétés qui supportent très mal un semis précoce et une longue attente à l'intérieur. En tête de ma liste noire, je place certaines variétés anciennes à gros fruits, comme quelques lignées de cœur de bœuf ou de noir de Crimée. Pourquoi elles? Parce que ce sont souvent des variétés à développement lent et très exigeantes. Elles ont besoin de conditions parfaites dès le départ. Quand on les sème en février, elles passent plus de 3 mois à l'intérieur dans des conditions forcément sous-optimales. Elles deviennent alors des proies faciles pour les maladies cryptogamiques, comme le mildiou, bien avant même d'avoir vu le jardin. J'ai eu des plants qui développaient des taches suspectes sur les feuilles alors qu'ils étaient encore dans mon salon. De plus, leur système racinaire a tendance à tourner en rond dans les petits godets, ce qui provoque un stress énorme et un blocage de la croissance une fois qu'on les met en pleine terre. C'est comme demander à un athlète de s'entraîner pendant 3 mois dans un placard avant de courir un marathon. Une autre catégorie de tomates que j'écarte désormais pour les semis hâtifs, ce sont les variétés dites à croissance indéterminée, qui sont particulièrement vigoureuses. On pourrait penser que leur vigueur est un atout, mais en intérieur, c'est un cauchemar. Une variété comme la Green Zebra, ou certaines tomates cerises, très prolifiques,
peuvent devenir de véritables monstres de plusieurs dizaines de centimètres en quelques semaines. Elles dépassent rapidement la hauteur de vos lampes, leurs tiges s'allongent de manière démesurée et elles deviennent impossibles à gérer. On se retrouve à devoir les rempoter plusieurs fois, dans des pots de plus en plus grands, ce qui mobilise un espace fou et consomme une quantité énorme de terreau. Et malgré tous ces efforts, le résultat est souvent décevant. Le plant a dépensé toute son énergie à faire de la tige au détriment de son système racinaire et de la solidité de sa structure. Au moment de la plantation, on se retrouve avec une sorte de liane fragile qu'il faut enterrer profondément en espérant qu'elle fasse de nouvelles racines. C'est une perte de temps et de ressources. Mieux vaut choisir des variétés plus compactes si l'on s'obstine à semer tôt, ou mieux encore, semer ces variétés vigoureuses bien plus tard. Le déclic, le vrai, je l'ai eu l'année dernière. J'avais fait mes semis comme d'habitude, fin février. En parallèle, pour une raison que j'ai oubliée, j'avais semé une deuxième tournée des mêmes variétés mi-avril, presque pour le plaisir. Je n'y croyais pas vraiment. Mes premiers plants, ceux de février, étaient grands, un peu pâles, mais je me disais qu'ils avaient de l'avance. Quand les seins de glace sont passés, mi-mai, j'ai tout planté en même temps. Mes grands plants un peu faibles, et mes petits jeunes plants d'avril, qui étaient petits, certes, mais incroyablement trapus et d'un vert intense. Le résultat a été sans appel. Les grands plants ont subi un choc de transplantation terrible. Ils ont stagné pendant presque 3 semaines, leurs feuilles jaunissaient. Ils ont eu du mal à s'adapter au vent, au soleil direct. Pendant ce temps, les petits plants d'avril, plus robustes, ont démarré au quart de tour. En un mois, non seulement ils avaient rattrapé les autres en taille, mais ils les avaient dépassés en vigueur et en santé. Et le coup de grâce, ils ont produit leurs premières tomates presque en même temps, mais en bien plus grande quantité. J'avais passé 2 mois à chouchouter des plants pour un résultat nul, voire contre-productif. C'était la preuve par l'exemple. Ce que j'ai compris, c'est que la clé n'est pas l'âge du plant, mais sa qualité au moment de la plantation. Un concept fondamental en jardinage est le stade de développement optimal pour la transplantation. Pour un plant de tomates, ce stade est atteint lorsque le système racinaire a bien colonisé le godet sans pour autant tourner en rond et que la tige est épaisse et courte. Idéalement, un plant de tomates ne devrait pas passer plus de 6 à 8 semaines maximum entre le semis et la plantation en pleine terre. Si vous semez fin février pour une plantation mi-mai, vous êtes à plus de 11 semaines. C'est beaucoup trop long. Le plant entre dans une phase de sénescence, précoce dans son pot. Il épuise toutes les ressources du terreau, son développement est freiné, et il accumule un stress qui le rendra moins productif pour toute la saison. C'est pourquoi mon nouveau calendrier est basé sur un compte à rebours. Je pars de ma date de plantation estimée, après les dernières gelées, et je retire 7 semaines. C'est ma nouvelle date de semis, pas un jour avant. Pour ma région, où je plante autour du 15 mai, cela signifie que je ne touche plus à une seule graine de tomate avant le 25 mars. L'un des facteurs les plus sous-estimés par le jardinier impatient est la température du sol. On se concentre sur la température de l'air, on attend que les risques de gelée soient passés, mais on oublie que le sol, lui, met beaucoup plus de temps à se réchauffer. Un plant de tomate, même s'il ne gèle pas, arrêtera complètement sa croissance si la température du sol est inférieure à 12 ou 13 degrés Celsius. Ses racines sont incapables d'assimiler les nutriments, en particulier le phosphore, essentiel au développement racinaire et à la floraison. C'est pour cela que l'on voit souvent des plants de tomates plantés trop tôt, avec des feuilles qui virent au violet. Ce n'est pas une maladie, c'est une carence en phosphore induite par le froid. Votre grand plant semé en février, que vous plantez fièrement début mai dans une terre encore froide, va donc non seulement subir le choc de la transplantation, mais il va en plus entrer en hibernation forcée. Il ne se passera rien pendant des semaines.
Le petit plant semé en avril et planté fin mai dans une terre bien réchauffée, à plus de 15 ou 16 degrés, trouvera des conditions idéales pour étendre ses racines et démarrer sa croissance de manière explosive. Alors, concrètement, comment se présente mon nouveau calendrier révolutionné? C'est très simple, et cela repose sur une seule chose, la patience. Pour les variétés classiques, à croissance indéterminée, comme la plupart des tomates que nous cultivons, je ne sème plus avant la première semaine d'avril. C'est ma nouvelle règle d'or. Cela leur donne environ 6 semaines avant la plantation mi-mai. C'est amplement suffisant. Pendant ces 6 semaines, les journées rallongent vite, la lumière à travers une fenêtre ou une serre froide est bien plus intense qu'en février, ce qui limite naturellement l'étiolement. Pour les variétés à croissance très rapide, comme certaines tomates cerises ou les variétés naines pour la culture en pot, je peux même me permettre de semer mi-avril, soit seulement 4 semaines avant la plantation. Cela peut paraître fou, mais un plan de 4 semaines en conditions de lumière optimale est souvent de bien meilleure qualité qu'un plan de 10 semaines élevé sous lumière artificielle. Je fais également une exception pour les variétés très tardives, comme certaines ananas ou orange queen, que je peux semer une semaine plus tôt, fin mars, pour leur donner une petite avance, mais jamais plus. Quelles sont donc les variétés que je privilégie maintenant, en adéquation avec ce nouveau calendrier? Je me tourne vers des variétés réputées pour leur robustesse et leur précocité relative. Des variétés qui ne perdent pas de temps. Par exemple, la marmande est une excellente candidate. Elle est vigoureuse, productive et s'adapte bien. La Saint-Pierre également, un grand classique qui a fait ses preuves. Pour les tomates cerises, je cherche des variétés qui ne deviennent pas des lianes géantes trop vite. La Black Cherry ou la Sun Gold sont d'excellents choix, car elles produisent rapidement et leur vigueur est plus contenue au début. Je redécouvre aussi le potentiel des variétés à port déterminé. Ces tomates, qui forment des buissons et dont la croissance s'arrête une fois les fruits pulp formés, sont parfaites pour cette méthode. Elles restent naturellement plus compactes, ce qui les rend plus faciles à gérer en godet. La variété Roma, par exemple, est idéale. En choisissant des variétés adaptées à un cycle de croissance plus court et plus intense, je mets toutes les chances de mon côté. Je ne lutte plus contre la nature de la plante, je travaille avec elle. La question de l'équipement change aussi radicalement. Avant, j'investissais dans des systèmes d'éclairage coûteux, des tapis chauffants, une nurserie high-tech. Aujourd'hui, ma philosophie est low-tech. Plus besoin de tout cet arsenal. Mes semis d'avril démarrent très bien à l'intérieur, derrière une grande fenêtre bien exposée au sud, sans aucun éclairage d'appoint. La chaleur de la maison est suffisante pour la germination. Au bout de 2 ou 3 semaines, dès que les vraies feuilles apparaissent et que les températures extérieures deviennent plus clémentes en journée, je sors mes plants. Je les place dans une serre froide ou sous un châssis. C'est la phase d'endurcissement ou d'acclimatation. Ils profitent ainsi de la vraie lumière du soleil, ce qui rend leur tissu beaucoup plus fort. Le vent léger stimule l'épaississement de la tige. Ils s'habituent progressivement aux variations de température. Quand arrive le jour de la plantation, ils ne subissent quasiment aucun choc. Ils sont déjà habitués au monde extérieur. C'est une méthode plus simple, plus économique et infiniment plus efficace. Moins de travail pour un meilleur résultat, c'est le rêve de tout jardinier. Un autre avantage insoupçonné de ce changement de calendrier est la réduction drastique des problèmes de parasites et de maladies sur les jeunes plants. Quand on élève des plants à l'intérieur pendant de longues semaines, dans une atmosphère souvent trop sèche et pas assez ventilée, on crée un paradis pour les pucerons et les aleurodes, ces petites mouches blanches. Ils adorent la sève tendre des jeunes pousses. J'ai passé des heures à inspecter mes plants, à pulvériser du savon noir. Une lutte incessante et épuisante.
En réduisant le temps de séjour à l'intérieur de plus de moitié, je réduis mécaniquement les risques. Les plants passent beaucoup plus vite au stade où ils sont plus forts et moins appétissants pour ces nuisibles. De même pour les maladies fongiques, comme la fonte des semis, qui est favorisée par un excès d'humidité et un manque de circulation d'air. Un cycle plus court, plus dynamique, avec une sortie rapide à l'extérieur, est la meilleure des préventions. C'est une approche plus saine, qui évite d'avoir à utiliser des traitements, même biologiques, dès le début de la culture. Je veux déconstruire un mythe tenace, l'idée qu'il faut un grand plan pour avoir une bonne récolte. C'est une illusion d'optique. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe au-dessus du sol au moment de la plantation, mais ce qui se passe en dessous. La priorité absolue d'un jeune plant de tomates est de développer un système racinaire puissant et profond. C'est ce réseau de racines qui va lui permettre de puiser l'eau et les nutriments nécessaires pour produire des dizaines de fruits pendant tout l'été. Or, un plant qui a passé trop de temps dans un petit pot a un système racinaire contraint, enroulé sur lui-même, qui a du mal à s'étendre une fois en pleine terre. Un jeune plant, même petit, planté dans une terre chaude et meuble, va consacrer toute son énergie initiale à explorer le sol avec ses racines. Il construit ses fondations. La croissance de la partie aérienne peut sembler lente au début, mais une fois que le système racinaire est bien établi, la croissance devient exponentielle. C'est le secret des récoltes abondantes et durables. Il faut donc apprendre à regarder nos plants différemment et à apprécier un petit plant trapu bien plus qu'une grande tige fragile. La méthode du semis tardif a aussi un impact direct sur la gestion de l'arrosage. Les jeunes plants semés tôt et gardés à l'intérieur sont incroyablement sensibles aux erreurs d'arrosage. Le terreau dans les petits godets sèche très vite, surtout sous les lampes. On est constamment en train de vérifier, d'arroser. Un oubli, et les plants se dessèchent. Un excès d'eau et les racines pourrissent. C'est un équilibre très difficile à maintenir pendant des mois. Avec un cycle de 6 semaines, la gestion est bien plus simple. Et surtout, une fois les plants sortis en serre froide, ils bénéficient d'une hygrométrie plus naturelle. L'acclimatation progressive les rend aussi plus résistants au stress hydrique une fois qu'ils sont plantés au jardin. Ils ont appris à gérer des conditions moins constantes que dans notre salon. Cela se traduit par des plantes qui seront plus autonomes pendant l'été, moins dépendantes d'un arrosage quotidien, car leurs racines auront été entraînées à aller chercher l'humidité plus en profondeur. C'est encore un exemple de la manière dont un bon départ conditionne toute la réussite de la saison. Certains pourraient dire « D'accord, mais en semant plus tard, je vais forcément récolter plus tard. » C'est là que la surprise est la plus grande. Mon expérience, et celle de nombreux jardiniers qui ont adopté cette méthode, montre que ce n'est pas vrai, ou plutôt, la différence est minime et largement compensée par les avantages. Un plant semé tardivement, mais en parfaite santé, va fleurir et nouer ses premiers fruits très rapidement après la plantation. Il n'a pas de temps de latence. Le plant semé tôt, lui, va devoir d'abord se remettre de son stress, réparer ses racines, s'adapter, avant de penser à fleurir. Au final, la date de la première récolte est souvent décalée de quelques jours seulement, une semaine tout au plus. Mais la suite est incomparable. Le plant parti sur de bonnes bases sera plus productif, sur une plus longue période, et donnera des fruits de meilleure qualité. Préfère-t-on avoir 3 tomates chétis, râteaux chétive le 15 juillet, ou 10 kilos de tomates magnifiques à partir du 25 juillet et jusqu'en octobre? Pour moi, le choix est vite fait. Pour résumer ma nouvelle méthode, voici les étapes clés. Premièrement, je définis la date de plantation idéale pour ma région, généralement après les Saintes de glace, soit autour du 15 mai. Deuxièmement, je compte à rebours 7 semaines. Cela me mène à la dernière semaine de mars ou la première semaine d'avril. C'est MA, période de semis pour les tomates. Troisièmement, je sème dans un bon terreau,
Je garde les pots à l'intérieur à une température d'environ 20 degrés jusqu'à la germination. Quatrièmement, dès l'apparition des 2 premières vraies feuilles, je commence le processus d'acclimatation. Je les sors quelques heures par jour dans un endroit abrité, puis de plus en plus longtemps. L'idéal est une serre froide, où ils peuvent rester jour et nuit quand les températures nocturnes ne descendent plus sous les 5 à 7 degrés. Cinquièmement, je rempote une seule fois quand les racines remplissent le premier godet, dans un pot légèrement plus grand, et enfin, je plante au jardin un plant qui n'est pas forcément grand, mais qui est fort, vert et prêt à conquérir le potager. C'est tout, pas de complications, pas de matériel superflu. J'ai aussi remarqué que cette approche a un effet psychologique bénéfique. L'impatience du jardinier est souvent source d'erreurs. En se forçant à attendre, on apprend à mieux observer la nature, à suivre son rythme plutôt que de vouloir lui imposer le nôtre. Le jardinage devient moins une course contre la montre, et plus une collaboration avec les éléments. On se libère d'une énorme pression, celle de devoir réussir à tout prix ces semis précoces, qui sont, en réalité, une des choses les plus difficiles à maîtriser en jardinage amateur. On se concentre sur la préparation du sol, sur le compost, sur le paillage, des tâches bien plus utiles à faire en début de printemps. Quand le moment de semer les tomates arrive enfin, c'est un vrai plaisir, pas une corvée angoissante. On sait qu'on part sur des bases saines. Cette philosophie du « moins mais mieux » s'applique à de nombreux aspects du jardinage, et je trouve qu'elle mène à des résultats bien plus gratifiants. On jardine avec plus de sérénité et, paradoxalement, avec plus de succès. Il faut aussi parler de la génétique des graines. Toutes les graines ne sont pas égales. Les variétés que j'ai abandonnées, ces grosses tomates anciennes, ont souvent été sélectionnées depuis des générations dans des climats spécifiques, plus chauds, avec une saison de croissance plus longue. Tenter de les forcer à s'adapter à un démarrage précoce dans des conditions artificielles est un non-sens agronomique. En choisissant des variétés plus adaptées à ma région, plus précoces, je travaille en harmonie avec la génétique de la plante. Il est crucial de lire attentivement les descriptions sur les sachets de graines. Des indications comme hâtive ou précoce, résistante au froid ou adaptée aux saisons courtes sont des indices précieux. Je conseille à tout le monde de faire des recherches sur les variétés qui réussissent le mieux dans leur propre région, en parlant à d'autres jardiniers locaux ou en consultant les forums spécialisés. L'échec n'est souvent pas de notre faute, mais simplement le résultat d'une inadéquation entre la plante et les conditions qu'on lui propose. L'endurcissement ou l'acclimatation est une étape que je négligeais auparavant et qui est devenue centrale dans ma nouvelle approche. C'est le pont entre le monde protégé de la maison et le monde réel du jardin. Un plant qui passe directement de l'un à l'autre subit un choc comparable à celui que nous ressentirions en sortant d'un sauna pour nous jeter dans la neige. Le soleil peut brûler ses feuilles fragiles, le vent peut casser sa tige, et le froid peut stopper net sa croissance. Le processus doit être graduel, sur une période d'au moins 1 semaine à 10 jours. Le premier jour, 1 heure à l'ombre. Le deuxième jour, 2 heures, avec un peu de soleil du matin. Et ainsi de suite, en augmentant progressivement l'exposition au soleil direct et au vent. C'est un peu contraignant, car il faut rentrer et sortir les plants, mais c'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Un plant bien endurci ne montrera aucun signe de stress après la plantation. Il continuera sa croissance comme si de rien n'était. C'est la garantie d'un départ réussi. Cette méthode a également un avantage économique non négligeable. Pensez au coût de l'électricité pour les lampes horticoles et les tapis-dits chauffants fonctionnant pendant 2 à 3 mois. Pensez au prix du terreau pour les rempotages successifs dans des pots de plus en plus grands. Pensez au coût des traitements si des maladies ou des parasites apparaissent. Tout cela s'additionne.
En réduisant le cycle à 6 ou 7 semaines et en utilisant au maximum la lumière et la chaleur naturelle du printemps, on réalise des économies substantielles. L'argent économisé peut être investi dans d'autres aspects du jardin, comme l'achat d'un bon compost ou de paillage de qualité, qui auront un impact bien plus positif sur la santé globale du potager et sur la qualité de la récolte finale. C'est un cercle vertueux. Une méthode plus simple, plus naturelle, est aussi souvent la plus économique et la plus écologique. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas essayer. C'est une prise de conscience qui a changé ma façon de voir le jardinage. Je sais que pour certains, abandonner l'idée de semer en février est presque un déchirement. C'est un rituel qui marque le début de la saison, un remède contre la morosité de l'hiver. Que faire de cette impatience ? Je vous propose de la rediriger. Au lieu de vous lancer dans les semis de tomates, commencez par des cultures qui sont réellement adaptées à un semis précoce à l'intérieur. Les poivrons et les aubergines, par exemple, ont une croissance beaucoup plus lente que les tomates et bénéficient réellement d'un départ anticipé. Vous pouvez aussi semer des oignons, des poireaux. Ou alors, concentrez-vous sur les semis directs en extérieur qui peuvent être faits très tôt, comme les fèves, les pois, les épinards ou les radis, dès que le sol est travaillable. En occupant votre énergie de jardinier sur des cultures appropriées, vous assouvirez votre besoin de mettre les mains dans la terre, mais de manière intelligente et productive. Et quand le moment sera venu de semer les tomates, en avril, vous serez parfaitement préparé et vous le ferez dans les meilleures conditions possibles, sans stress. En conclusion de cette longue réflexion, mon message est simple. N'ayez pas peur de remettre en question les habitudes, même celles qui semblent être des vérités établies. Le jardinage n'est pas une science exacte. C'est un dialogue permanent avec le vivant. Ce qui fonctionne pour un jardinier dans une région ne fonctionnera pas forcément pour un autre. L'observation était notre meilleur outil. Observez vos plants, observez le climat, testez, expérimentez. Cette année, pourquoi ne pas faire le test vous-même ? Séparez vos graines en deux. Semez la moitié à votre date habituelle et l'autre moitié un mois plus tard. Plantez-les côte à côte et comparez les résultats sans a priori. Je suis presque certain que, comme moi, vous serez stupéfait du résultat. Vous découvrirez peut-être que la patience est la plus grande vertu du jardinier et que le meilleur moyen d'accélérer les choses est parfois de savoir commencer au bon moment. C'est la fin de la tyrannie du semis précoce et le début d'une approche plus respectueuse du rythme des plantes et des saisons. Voilà, le verdict est tombé. Fini les semis de tomates en plein hiver, fini la lutte contre l'étiolement, et adieu à ces quelques variétés qui, malgré tout mon amour, m'ont plus causé de tracas que de plaisir. Le grand enseignement de tout cela, c'est que la réussite au potager ne dépend pas de la précocité, mais de la justesse. Il s'agit de donner à la plante ce dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin. Un plant robuste, semé plus tard dans des conditions de lumière optimales, surpassera toujours une grande tige fragile semée trop tôt. C'est une véritable libération de ne plus avoir à transformer son salon en laboratoire horticole pendant des mois. J'espère sincèrement que mon expérience pourra vous être utile et vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles sont les variétés de tomates qui vous ont le plus déçu au fil des années? Et à l'inverse, quelles sont vos valeurs sûres, celles que vous replantez chaque saison? Racontez-moi tout cela dans les commentaires, j'adore vous lire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et bien sûr, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures au potager. À très bientôt.